Bonjour, c'est Bertie le Kamit, de mon titre de notable Ngumbeso Ngon. Alors, on va parler d'une question très importante, la question du peuplement du Mungo, département du Mungo, dans le littoral camerounais. Mais le littoral, en réalité, comprenez ici l'ouest Cameroun, parce que le littoral, c'est l'ouest du Cameroun. Je pose déjà ce préalable là pour que beaucoup comprennent de quoi nous allons parler. Alors, les Bamileke accusés d'avoir volé les terres, n'est-ce pas, dans le Mungo. Voler les terres d'Embo qui sont des innocents, les autres sont des innocents. Le méchant dans l'histoire a toujours été le Bamileke. Je vais rappeler ici que les Bamileke ne sont pas là où ils sont parce qu'ils ont voulu. Ce n'est pas une immigration voulue, mais elle est contrainte. Elle est imposée par le colon dans un premier temps. Je rappelle ici que la présence du peuple Bamileke dans le Mungo date de 1910. C'est-à-dire que les Bamileke que vous voyez dans le Mungo, et dans certaines parties d'ailleurs du Cameroun, beaucoup de Bamileke y sont depuis la période allemande. C'est le redécoupage administratif d'après pour punir les Bamileke, évidemment, ça c'est autre chose. Mais ça rentre toujours en ligne de compte, mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Puisque les Bamileke sont accusés d'avoir volé les terres dans le Mungo. Il faut d'abord commencer par demander la première question. Il faut poser la première question qui est très simple. Comment les Bamileke ont fait pour arriver dans le Mungo? Avant ça, déjà en 1905, on parle déjà de la chefferie Baham qui est brûlée. Ici, on est encore dans la colonisation allemande, hein, parce que les Français vont prendre les choses à partir de 1916 avec le départ des Allemands et 1919, voilà. Après l'accord de 1919 et tout, qui va retrocéder le Cameroun, voilà, les Allemands et je vais dire les Anglais et les Français vont se partager le pays et tout ça. Mais on parle déjà de la période allemande, mais on ne va pas rentrer dans ça parce que ça va faire trop long. On va revenir sur le peuplement du Mungo. Maintenant, il y a un premier peuplement dont je parle, qui est un peuplement imposé par les colons. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté des colons. C'est-à-dire que déjà, il y a sur la côte, hein, n'est-ce pas, sur la côte du Cameroun, le peuple qui est sur la côte, bon, les Sawa, bon, les Douala, on va parler plus précisément ici des Douala, parce que si on dit Sawa, c'est un peu plus vaste. Mais parlons des Douala ici qui étaient les côtiers et qui ont eu le premier contact avec les Occidentaux. Et c'est par la côte qu'on est entré dans le pays et foncé jusqu'à dans les montagnes de Grassfield. Ceux qui étaient le peuple intermédiaire entre les Blancs, qui recherchaient de l'or, qui recherchaient des marchandises et tout ça, et aussi qui étaient dans le trafic d'esclaves. Le peuple, n'est-ce pas, qui était au centre, au cœur de tout ça, c'est le peuple Douala. Je ne sais pas si le peuple Douala a déjà dédommagé les peuples camerounais à qui ils ont fait du mal avec la traite, où ils étaient évidemment de façon très ouverte des complices qui allaient jusqu'à dans l'interland, qui allaient dans le plus profond du pays, chercher des serfs, des esclaves et tout ce que vous voulez pour ramener sur la côte. Je ne sais pas si les Sawa ont déjà, les Douala ont déjà payé. Je ne sais pas s'ils ont fait déjà une sorte de réparation dans ce sens-là. Mais toujours est-il que ce peuple-là était à la côte et les Occidentaux qui venaient sur les côtes puisées, le premier contact c'était avec eux. Et donc les Occidentaux à l'époque quand ils arrivent, leur premier contact avec les populations Grassfield en général, les populations qui étaient dans les zones de montagne, qui étaient réputées, n'est-ce pas, beaucoup plus costauds, plus solides. Et dans cette partie du pays, il y avait surtout beaucoup de populations. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage naturel déjà du côté de l'Ouest, il y a eu très peu de morts à cette époque. C'est un peuple qui est, n'est-ce pas, qui fait beaucoup d'enfants, qui a une très forte natalité, avec le froid qui arrange les choses, ça fait qu'il y a moins de maladies. Donc, l'Ouest Cameroun, déjà à partir de cette période-là, quand on parle de Bahouang, c'était des peuples déjà des populations déjà très grandes à l'époque, quand on parle de population globale du Cameroun. Vous voyez? Ils étaient donc réputés forts, puissants. C'est pas pour rien que vous voyez tous ceux qui reviennent et qui disent qu'ils ont reconnu leur origine, n'est-ce pas, au Cameroun. La plupart viennent du Grassfield. Ils vous diront toujours qu'ils sont Bamileke, ils sont Tika. Parce que c'est de ces zones-là qu'on puisait tous ceux qu'on ramenait sur la côte et on mettait dans des bateaux pour ramener. Et du côté de Bimbia, par exemple,
vous avez à l'intérieur là-bas une prison qui était une prison réservée pour les récalcitrants. Il y a l'une de nos sœurs d'ailleurs qui a tourné un documentaire là-dessus, Madame Smith, une américaine, une noire américaine qui est revenue au Cameroun. Sandra, elle a un nom, Sandra, je ne sais plus, le nom va me revenir. Et donc, elle a fait même d'ailleurs, elle a écrit un livre là-dessus. Elle avait monté un très très beau projet pour faire de ce site de Bimbia un lieu de mémoire pour le peuple noir et tout. Les mêmes autorités de Yaoundé ont tué le dossier parce qu'il faut passer chez eux d'abord, verser des millions chez eux. Donc voilà une sœur qui a reconnu ses origines au Cameroun, qui est revenue et qui veut comprendre ce qui s'est passé à Bimbia à l'époque parce que c'était là-bas le point de départ. Et donc, ce sont des Sawadons qui allaient à l'intérieur pour rechercher les mecs costauds, dynamiques et autres qu'on ramenait dans cette zone. Et il y a donc une famille qui va faire fortune, n'est-ce pas, hein, dans ce trafic-là. La famille basée encore à Liverpool jusqu'aujourd'hui, qui a des gros investissements. La famille William Davenport, qui était des spécialistes. La côte camerounaise était vraiment le site privilégié. Ils ont fait beaucoup de business là-bas avec des populations de Douala. Et donc, il y avait aussi, n'est-ce pas, des trafics déjà, il y avait déjà des rencontres, n'est-ce pas, des échanges, si vous voulez, à travers le fleuve, les fleuves, hein, le Mungo, le Nkam et tout ça, le fleuve Ovouri, ça va un peu partout, donc il y avait des échanges entre ces populations. Mais ce que je vais dire ici, pour qu'on se comprenne très bien, c'est que la première vague des Bamileke qui se retrouvent dans le Mungo, pas seulement dans le Mungo, dans le Nkam d'ailleurs, il y a des plantations expérimentales, qu'on avait créé là-bas. Il y avait plus d'une trentaine de grandes plantations. C'était des Allemands qui avaient toutes ces grandes plantations. L'EVA, l'huile de palme, des bananes et plein de choses. Hein, plein de choses qu'on avait créées. Moi, je suis d'ailleurs de Njombe. Je suis né, j'ai grandi à Njombe. Et chez nous, il y a l'une des plus grandes sociétés privées du Cameroun, PHP, plantation du Haut-Penja. Là-bas, on cultive tout ce qui est poivre, banane. Moi aussi, j'ai travaillé là-bas. Bon, pour 28 000 francs de salaire, 30 000 le mois. Vous voyez? Donc, je suis né, j'ai grandi dans cet environnement où j'ai vu des parents bamileke peuplés qui sont dans ces zones-là depuis au moins un siècle déjà. On parle de 1910. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de villages là-bas dans le Mungo qui n'étaient même pas encore créés. C'était des espaces complètement vides, c'était des forêts, des espaces qui n'étaient pas occupés. Et je vous lance, je vous mets au défi de me ramener dans ce Cameroun-là, notamment dans cette partie, et même d'ailleurs dans plusieurs parties du Cameroun, des endroits où avant 1910, vous avez des titres fonciers qui appartiennent aux villageois. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'autochtones dans ces zones-là, dans le Mungo. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de populations autochtones, mais il y a tellement de zones tellement vastes. Le Cameroun, c'est 475 442 km². Et le Cameroun n'occupe même pas les 30% de ces terres. Il y a des endroits au Cameroun, ça fait 2 siècles, personne n'y a mis pied, même pas un chasseur qui passait par là. Le pays est tellement vaste. On se fait la guerre sur des choses complètement inutiles. Donc, ce sont des Allemands qui vont capturer et qui vont prendre de force les populations. J'ai déjà parlé d'une première qui va repartir par des côtes, d'une deuxième population qui va revenir dans le, qui va, n'est-ce pas, être arrachée aux terres de l'Ouest pour ramener dans le Mungo. On est déjà à partir de 1910 avec les grandes plantations que les Occidentaux vont créer sur place au Cameroun. Est-ce qu'on se comprend très bien jusqu'ici? Et donc, à partir de là, ils vont venir peupler le Mungo pour travailler dans des plantations de café, de cacao et tout cela. Et ils seront donc traités comme des pestiférés. Traînés dans des plantations de 5h à 19h, ils travaillaient sans repos. Ils avaient à peine droit à un repas par jour. Des repas comme ça qu'on jetait comme ça. Et ils n'avaient pas le droit, nos parents bamileke. D'ailleurs, il faut rappeler qu'ils étaient dans des plantations avec nos frères Bafia. Pendant que les contremaîtres étaient des Douala, privilégiés. Pour beaucoup qui étaient venus de Douala, pour venir dans des grandes, les vastes zones du Mungo, parce que là-bas c'est une zone très très fertile, avec le mont Manengouba et tout ça, et toutes ces zones de montagne là. Ce sont des terres de toute façon très fertiles dans le Mungo. Donc beaucoup étaient partis de Douala, ce sont des peuples de l'eau, hein, et qui se sont retrouvés dans le Mungo, dans les zones montagneuses. Ils sont venus là-bas avoir des terres, ça ne pose problème à personne. On va dire, ah, c'est entre eux, l'Enqua, c'est leur village. Je vais y revenir. Donc, les propriétaires terriens là-bas, beaucoup étaient des Douala, des gens qui étaient partis de Douala pour venir s'installer dans la zone du Mungo et créer des plantations là-bas. Et ils étaient des contremaîtres et des gens, des businessmen également. Il faut rappeler que les Douala originels, c'était des gens qui faisaient beaucoup de business. Hein.
beaucoup de business. C'était des grands commerçants. Des gens qui faisaient beaucoup de business. Même si à l'intérieur, il y avait des sales trafics, évidemment. Mais c'était des gens quand même assez dynamiques. Et donc maintenant, à l'intérieur, ils vont créer des liens, n'est-ce pas, avec les populations. Ils vont créer des plantations et tout. Et ceux qui étaient, c'est pour ça que vous voyez, ils les appellent, ils parlent toujours des Bamileke comme étant leurs subalternes. Parce que effectivement, dans l'histoire du Cameroun, les premiers Bamileke qui sont arrivés dans le Mungo, beaucoup qui sont arrivés à Douala, étaient des subalternes des Douala. C'est ce qui crée beaucoup de frustration et de jalousie aujourd'hui. Parce que celui qui est arrivé hier avec des pantalons déchirés parfois, et qui fuyait non seulement la guerre, ça c'est la deuxième immigration, la première immigration qui a été arrachée à l'ouest pour venir travailler dans des plantations. C'était des gens qui étaient soumis au Douala. Ce qui devient très dérangeant pour eux parce que l'esclave d'hier est devenu celui qui contrôle une bonne partie de l'économie, non seulement du pays, mais de la ville de Douala, de la ville côtière en tout cas. Ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de jalousie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les différents liens qui vont créer sur place, il y aura des Bamileke qui vont travailler dans des plantations. Après ça, il y aura la crise qui va arriver, des années 50 notamment. Les propriétaires terriens Douala qui avaient des plantations et autres ne seront pas en mesure de payer des petits salaires misérables qu'ils donnaient à nos parents. Beaucoup vont se battre à l'époque-là pour essayer de trouver les terres à gauche, à droite, pour s'installer. Et ce sont eux-mêmes qui vont dire à ces Bamileke, installez-vous ici, puisque on a travaillé pour eux pendant beaucoup d'années. Ce que je dis là, il y a toutes les références livresques, des recherches qui ont été faites dessus. J'ai d'ailleurs fait une conférence ici il y a 2 ans où je vous expliquais tout ça. Ceux qui veulent me contacter inbox, je vous donne des livres, je vous donne tous les références, des articles et tout le reste. J'ai tout ça là. Je ne vais pas les sortir tout le temps. Donc, ils vont donc arriver, s'installer. Au fur et à mesure, ne pouvant plus payer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ils vont retrocéder certains parties en compensation parce qu'ils vont travailler pendant des années sans avoir de salaire. Ils vont donc compenser en donnant des terres, en disant, ok, occupez ces terres, installez-vous. On n'est pas en mesure de payer. Mais je demande toujours jusqu'à aujourd'hui, tout ce que le peuple Bamileke a donné dans ces zones-là, on compense ça aujourd'hui avec quoi, dites-moi? Parce que des gens ont été esclavagisés, traînés dans des plantations comme des bêtes à somme. De 5h à 19h, nos parents travaillaient, ils n'avaient pas droit au salaire. Et c'est de leur force qu'ils ont pu créer tout ce que vous voyez dans le Mungo aujourd'hui. Il n'y avait que les élites, quelques chefs traditionnels et quelques notables qui avaient le droit de cultiver tout ce qui est cacao, café. Nos parents, donc, n'ayant pas le droit dans cette zone-là, ils étaient obligés de soit venir voler les pépinières la nuit, soit pendant qu'ils travaillaient, puisqu'il y avait le contrôle à la sortie. Tu devais monter patte blanche avant de rentrer chez toi. On se rassure que tu n'as pas volé quelque chose. D'autres qui mettaient dans des bottes, qui mettaient dans des sacs qu'ils attachaient, parce que même les bottes, ils n'avaient pas, les pauvres. D'autres étaient obligés donc d'avaler les graines. Et quand ils allaient chez eux, ils faisaient des sels. On les retirait, ils les triaient à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à créer les premières plantations que vous voyez dans le Mungo. Les caféiers que vous voyez là. C'était clandestinement. Et même pour manger, cultiver leur propre manioc, leurs bananes et autres, c'était strictement interdit. Ils ont créé des plantations clandestines un peu partout pour pouvoir se nourrir. Voilà les conditions dans lesquelles nos parents sont arrivés. Les premières vagues à partir de 1910. Les deuxièmes vagues vont arriver maintenant avec la création, parce que l'UPC est créé en 1948. Ça, c'est très tard en 1948, la création de l'UPC. L'interdiction de l'UPC en 1955, en juillet 1955. Ça, c'est encore plus tard. Mais les Bamileke étaient là depuis 1910 avec les créations, avec les grandes plantations allemandes. C'est dans ces conditions-là que les Bamileke vont arriver dans le Mungo. En 1936 d'ailleurs, pour ceux qui voyagent de l'ouest, qui vont à Douala, quand vous traversez, il y a un endroit en allant vers Souza. Il y a un village là-bas qu'on appelle Kapa. Kapa a été créé par un Tcham, parce que beaucoup là étaient partis de l'ouest. Et quand ils sont arrivés dans la zone du Mungo, à un moment, il y avait eu du trop plein. Les gens ne savaient plus donc quoi faire, parce que les plantations à ce moment-là ne prenaient plus trop de monde. Il y avait tellement plus de mains que de travail. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ont commencé à chercher des espaces pour s'installer. Ce sont des zones de forêt.
C'est un champ. Fonction toi là. Qui va créer. Jusqu'aujourd'hui, le village là, ça existe encore. Les gens de Fonction toi là, ce sont eux qui vont partir de là. En 1936, pour créer le village qu'on appelle Kappa. Le fondateur fanboy, c'était un fanboy. Ce qu'on appelait les boys. Et le phénomène des boys est un phénomène ici très répandu chez les Sawa, puisque les Sawa représentent en quelque sorte ce que vous voulez, on a la bourgeoisie, l'aristocratie. Ce ne sont pas des peuples qui vivent dans des... C'est pour ça que les Bamileke, regardez très bien là où les Bamileke sont plus installés, à Douala. Ce sont des zones marécageuses. Les Douala ne vivaient pas là-bas. Les Bamileke allaient dans des zones marécageuses. Quand vous voyez les Ndokpasi, les sorties de Neubel vers le coin là-bas, les Tergas, il y a beaucoup de quartiers là-bas que sont des Bamileke eux-mêmes qui ont créé. Les Douala ne vivaient pas dans des endroits comme ça. Il était impossible qu'un Douala se mélange avec des Bamileke dans ces lieux-là. Donc il y a des endroits où ils ont vendu, à l'époque moins cher évidemment. Mais il y a aussi parmi eux des gens généreux. Parce que je suis très honnête dans mon travail que je fais. On ne peut pas dire que dans le Mungo ou dans le littoral en général, les Bamileke qui sont arrivés ont tous acheté des terres. Il y en a qui étaient par générosité, qui ont offert des terres aux gens. Et d'autres qui ont fait ce qu'on appelait le tout pâti. À un certain moment, on disait, ok, prends cet espace de terre, tu cultives. Ce que tu récoltes, on divise par deux. Et la terre à l'époque, donc quand tu reviens 100 ans en arrière, la terre à l'époque, ce n'était rien du tout. Ça n'a pas. Il y avait des espaces tellement vides, il y avait tellement des espaces partout. Nos grands-parents, quand ils nous racontent comment, si tu avais ta force à l'époque, tu créais tes plantations, tu allais le plus loin possible. Ça dépendait de ta force. À l'époque là, on créait, c'était avec des haches qu'on coupait comme ça des arbres pour jeter au sol. Tu avais quelle force pour créer 10 hectares, 20 hectares toi seul? C'était très difficile. Il y avait des hectares, on disait, bon, allez-y, on va diviser donc par deux. Le fruit des récoltes. C'est comme ça que beaucoup se sont installés. Et donc le phénomène des fanboys dont je parle, c'est le boy, c'est-à-dire c'est le Bamileke subalterne qui est considéré comme un serf, l'homme à tout faire dans les maisons des Sawa. Ah oui, ça c'est un sujet que beaucoup ne... Hein? Et ça, il y a beaucoup de Sawa qui ne sont pas contents quand on parle de ça. Le phénomène des fanboys. Des Bamileke qui étaient utilisés comme des bêtes de somme, qui travaillaient, n'est-ce pas, dans des maisons Douala, ça a été dans des plantations Douala qui accompagnaient des richissimes Douala dans la pêche. C'était des Bamileke qui faisaient ces travaux-là. Et pendant ce temps, les Bamileke ont évolué dans ces sociétés. Beaucoup ont commencé à porter des noms Douala. Beaucoup ont fait des enfants avec des femmes Douala. Et le Bamileke dynamique et l'homme pourvoyeur qu'il était, qui créait des entreprises, qui commençait déjà à se battre pour s'en sortir par lui-même, va attirer beaucoup de femmes Sawa en général. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de ces unions-là. Finalement, ce n'était même pas dans certains cas des vraies unions. Nos parents Bamileke avaient leurs femmes Bamileke. D'autres ont fait des enfants avec ce qu'on appelait les femmes de sortie. Parce que nos parents Bamileke étaient très friands de ce genre de femmes. C'était des femmes beaucoup plus libertines, des femmes un peu plus, voilà, qui faisaient parfois, je ne sais pas, quand je parle de femmes libertines, c'était des femmes... beaucoup plus ouverte sur pas mal de choses. Or, le Bamileke, c'était celui-là qui voulait se conserver dans sa tribu avec ses femmes, sa descendance et tout. Mais il y a beaucoup aussi qui ont fait des enfants, qui se sont même mariés. Et donc, ces gens-là qui se sont mariés vont faire des enfants. On les appelle les fanboys. C'est un tabou en pays Douala. Chez les Douala là-bas, les vrais parmi eux, il y a beaucoup d'enfants qui ont du sang. Donc, quand ils se retrouvent dans des réunions entre eux, les Puy-Douala, quand ils veulent commencer à parler des problèmes de terre, d'héritage et tout ça, de culture, de tradition et tout, il y a ceux qu'on appelle les fanboys, ceux-là qui ont eu du sang mélangé avec les Bamileke. On dit, allez, va au bout là-bas, va au bout de la table. Ou alors on te dit, allez, sors. Et donc, parmi tous ces gens-là, il y a un qui est un géant, qui va construire le grand palais que vous voyez, Mandesibel. David Mandesibel, c'est un enfant Bamileke. Ce que j'ai dit là, les anciens savent de quoi je parle. Les anciens, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup comme ça qui vont arriver et qui vont s'imposer et tout, qui vont faire des enfants avec des femmes Douala progressivement. Ça va créer donc des frustrations. Et il y a ça qui ressurgit aujourd'hui. Les Suzanne Kalalobe et tout ça, paix à son âme. Beaucoup là, ce sont des descendants. Comme vous voyez beaucoup qui bavardent là, beaucoup c'est des descendants de Mandesibel.
beaucoup sont des descendants des femmes-boys. Et les femmes-boys étaient partout là-bas chez les Sawa. Ils ont fait des enfants. Donc entre eux, là, quand ils s'asseyent, quand ça commence à monter, on dit que tais-toi. D'ailleurs, retourne à l'eau sécher tes origines là-bas. Donc c'est comme ça, c'est dans ce contexte-là. Donc la première immigration. La deuxième immigration ici, c'est avec le maquis. Quand la guerre vraiment, après la création de l'UPC, à partir de 1955-56 déjà, il y a des conflits dans ces zones-là. Et les Bamileke vont encore partir, ils vont fuir l'ouest. Il y a d'autres vagues qui vont venir rejoindre ceux qui étaient déjà là historiquement. Mais c'est une immigration, encore une fois, qui fuit le maquis. Première immigration, c'est une immigration économique. Elle n'est pas volontaire. Le Bamileke ne se déplace pas parce qu'il veut. Il est traîné comme un pestiféré sur l'ensemble du territoire. Et partout où il s'en va, il est pourchassé. En 1960, au quartier Congo, on met du feu, les Bamileke à l'intérieur, on les crame tous. Ceux qui essayent d'échapper aux flammes, on a payé les islamo-peu à qui on a remis des flèches empoisonnées. Dès que tu sortais de là, on tirait sur toi. C'est ce qu'ils ont fait à nos parents. Massacre à Mbalmayo, massacre à Konolinga. Vous vous souvenez de l'histoire du match de football entre Aigle de Tchang et Foudre d'Akonolinga. Où Aigle de Tchang va battre Foudre d'Akonolinga. Ça va créer des soucis. Les Bamileke vont être attaqués partout là-bas, chez les Fambeti Boulou. Parce que Aigle de Tchang a éliminé Foudre d'Akonolinga. Ce n'est pas moi qui invente. Hein. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est référencé. Même un clic sur Google, c'est largement suffisant. Le massacre de Tombel. Allez regarder partout là-bas. Le massacre dans le Mungo en 1963 par un certain Gilbert Tsungi Anze, qui était à l'époque préfet, vice-ministre, préfet et tout ça. Les gens du clan des Essingans, dans le Mungo là-bas, comment on découpait les têtes de nos parents, on déposait au sol, on mettait des cigarettes, on les humiliait. C'est ce qu'ils ont passé le temps à faire au Bamileke. On parle comme ça d'une autre vague hein, qui est arrivée après 55, 56, 58 là. Jusqu'en 1971 avec l'assassinat d'Ernest Wandje. La zone n'est pas vraiment stable. Il y a donc des gens qui arrivent. Il y a d'autres immigrations qui vont arriver, d'autres vont immigrer là-bas dans les années 90 avec tous les troubles, la période des troubles. On appelle ça les années de braise. 90 jusqu'en 92 par là. À partir de 2016 encore, vous avez beaucoup de gens qui ont quitté les zones Grassfield et des zones Bamileke qui se sont réfugiés au Nigeria. Plus d'1 million, entre 700 et 1 million de gens qui ont fui les zones pour se retrouver à l'intérieur du pays. Ça continue. Quand j'explique tout ça, c'est pour que les gens comprennent que ce que les Bamileke subissent là, ça fait pratiquement 100 ans, voire plus. Au moins 100 ans que les Bamileke subissent ce que vous voyez. Donc quand il parle des Bamileke qui ont volé les terres dans le Mungo, c'est à partir de quelle période? Ils ont volé les terres où et quand? Et des Bamileke donc qui ont tout donné dans ce Mungo depuis plus d'1 siècle. Quelles ont été les compensations? Est-ce que l'État du Cameroun s'est soucié de ceux-là qui ont été esclavagisés dans des plantations là-bas et qui sont morts comme des chiens et les cadavres étaient jetés partout, on creusait des fosses communes? Ça dit que pendant que les gens travaillaient, ils étaient là toute la journée à travailler, à porter, à faire ci, à travailler. Dès que tu tombais, on disait -1. Allez, on prenait les corps, on balançait de l'autre côté. Beaucoup de nos parents sont morts comme ça. Ils sont sortis des villages à l'ouest. Ils n'ont plus jamais mis pied. Ils ne sont plus jamais retournés à l'ouest. Il y a des Bamileke nés, grandis dans le Mungo. Ils ont 90 ans, debout encore comme ça, 90 ans, voire plus. Ils sont nés, ils ont grandi dans le Mungo. Ils n'ont pas attendu l'arrivée des maquis. Quand on entend Kafa comme Elimbe Lobe dit que les Bamileke ont profité de la période du maquis, les Bamileke, avant le maquis, les Bamileke étaient déjà installés dans le Mungo. Et donc, tout ce travail-là que nous faisons, avec beaucoup de sérieux d'ailleurs, tout ce travail que nous faisons, le but c'est ça en fait. Il faut qu'on soit dans cette pédagogie, qu'on apprenne des choses aux nôtres. Les Camerounais en général, mais les Bamileke ici en particulier. Je m'adresse à ces frères-là qui ne comprennent pas le sens de la lutte que nous menons. Avec le temps, j'espère qu'ils vont comprendre. J'espère qu'ils vont comprendre.
Donc, c'est un travail qu'il faut multiplier. Les genres de vidéos comme ça, il faut les partager massivement pour que les gens comprennent. Il y a un autre torchon là, un autre salopard là qu'on appelle Eno Meyemese. Il y a l'un de ces bouquins ici d'ailleurs. J'ai déjà présenté plusieurs conférences ici, mais je ne vais jamais me lasser. Hier encore, j'ai vu là, ils ont organisé sur la toile, les Bamileke ont volé les terres dans le Mungo. Les questions, quand on pose, ils sont incapables de répondre. Il y a des archives. L'histoire, elle est là. La chronologie, on voit qu'il y a tellement de bêtises, tellement de mensonges dans ce que les gens racontent. Bamileke, rentrez chez vous. Moi, par exemple, je suis né, j'ai grandi à Njombe. On a souvent vécu des choses là-bas quand on est un peu plus jeune à l'époque. J'ai un certain âge maintenant. On voyait des gens qui venaient de Yaoundé. C'est-à-dire qu'un gars peut venir débarquer du jour au lendemain. Il vient de Yaoundé. Il s'appelle Ewane. Il est né là, grandi à Yaoundé. Il a été affecté, ou un oncle, ceci l'a appelé, on lui a dit, il y a une plantation en Djombe Pendia, une entreprise qu'on appelle PHP, plantation du Haut-Pendia qui recrute. Le gars vient là-bas chercher du boulot. Il arrive, il trouve son travail, il s'installe et tout, il a construit peut-être sa petite maison où il est en location, il se débrouille pour s'en sortir. Mais du jour au lendemain, tu le vois à gauche, à droite en train de traîner avec les gens, on dit que non, c'est un autochtone. Tu te demandes, mais attends. Ce monsieur est arrivé ici, ça ne fait pas 5 ans, 10 ans. Depuis quand il est devenu autochtone? Il y a des cas comme ça dans le Mungo, c'est à mourir de rire. Quelqu'un te dit qu'il est autochtone du Mungo. Ok. Tu es donc autochtone, puisque tu t'appelles Ewane. Tu es venu de je ne sais où, tu t'es retrouvé là-bas. Du jour au lendemain, il dit qu'il est autochtone. Tu lui demandes, ton père s'appelait comment? Ton grand-père s'appelait comment? Ton arrière-grand-père qui était sur cette terre-là, qui occupait cette terre. Votre village, c'était où? Ça s'appelait comment? Les limites étaient où? Où était la place du marché? À l'époque, les gens vivaient beaucoup de la chasse, de la cueillette, des récoltes et tout ça. Où est l'endroit où on se retrouvait? Parce que toutes ces populations-là avaient un endroit clé où on se retrouvait. Le chasseur qui ramenait du gibier, le cultivateur qui ramenait peut-être des maniocs et tout, on se retrouvait, on faisait le troc, ça s'appelait. Il n'y a pas un seul village où tu vas me dire qu'il n'y avait pas de troc. Il y avait des lieux de rencontre où on échangeait, l'autre qui venait avec du vin du raffia, l'autre venait avec l'huile rouge et tout ça. Les points de rencontre, c'était où? Il y a un endroit où on fait des rites traditionnels. Quelqu'un vient et te dit comme ça dans le vide que c'était mon village. Tu lui demandes ton village était où? Il ne peut pas t'expliquer. Mais comme il s'appelle Dipoko, il s'appelle Ewane, il s'appelle Sommet, on dit, ah, ce sont les autochtones, c'est leur village. Si tu lui demandes lui-même son village est où dans le Mungo, il ne peut pas te montrer. Hein. Demande, il y a beaucoup là qui... Moi, je voyais ça là-bas, on les considère comme nous, les Bamileke, on dit que non, nous sommes les étrangers. Nous sommes là depuis 100 ans, minimum. Donc, à un moment, il va falloir donc définir à partir de quel moment quelqu'un devient autochtone quelque part. Puisqu'il y a des gens qui viennent d'arriver, dont les parents n'ont même jamais mis pied en Djombe. Et qui vous dit qu'ils sont des autochtones. Autochtone, donc, c'est à partir de quand? Il est parti de Douala, il est venu chercher le travail en Djombe. Du jour au lendemain, on dit qu'il est autochtone de là. Autochtone comment? C'est des Douala. Les Douala, ce ne sont pas des gens, les Bafounes, les Bankon, tout ça, ce n'est pas la même chose. Même s'il y a une langue qui les réunit plus ou moins, qui est le Douala. Il y a les Mbonkeng, à Loum là-bas, vous avez les Mbo, vous avez les gens, le canton de Manéas, vous avez des gens à gauche, à droite, chez moi, en Djombe, là-bas, les Bafounes. Et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un ennemi. Il y a une cible. La cible, c'est le Bamileke à chaque fois. Donc, il y a ce truc-là que les gens ne supportent pas du jour au lendemain. On voit des Bamileke qui hier étaient au plus bas, remonter la pente, être aujourd'hui un peuple rayonnant, dynamique, et ils se disent, mais attendez, ces gens-là ont quelque chose de spécial en eux. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut les diaboliser. C'est des gens qui sont dans le femme là, ils couchent avec leur maman, ils dorment avec des porcs. C'est des gens qui, c'est des sorciers. Les Bamileke, c'est des arracheurs de terre. Les Bamileke, c'est quoi? C'est des envahisseurs. On invente tout ça autour du Bamileke parce qu'il est question de détruire la belle réputation de notre peuple. Et toi, le Bamileke manipulé, le Bamileke complexé, le Bamileke en tomate sans caleçon, sans dignité, sans colonne vertébrale, tu tombes dans le piège. Quand tu es face à eux, tu te sens petit. Tu as besoin de commander leur amour. Tu as besoin de t'affirmer. Et pour que tu te sentes homme ou que tu te sentes femme, tu as besoin de cette validation extérieure. C'est comme il y a beaucoup de femmes Bamileke que je connais. Voilà,
épouser un Bamileke, pour elle, c'est comme si elle se rabaissait. Il faut qu'elle trouve un quoi. Comme on a connu des hommes Bamileke très complexés, tu lui dis, voilà ta soeur Bamileke, parfois, on ne demande que 100 000 francs pour la dot. Le gars va aller payer 1 million de l'autre côté parce qu'il veut une femme quoi. Ça fait plus chic. Ça fait plus ici. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même à mes frères Bamileke, la femme Bamileke, c'est à nous de les valoriser. C'est à nous de valoriser nos sœurs camerounaises, nos sœurs noires, nos sœurs africaines en général. Mais il n'y a pas mieux placé que toi, l'homme Bamileke, pour valoriser d'abord ta propre sœur Bamileke. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et donc, il y a beaucoup qui se disent, bon, les femmes Bamileke, bon, encore que c'était une réalité, il y a peut-être des décennies encore. Les Bamileke, c'est la femme Bamileke, n'est pas celle-là qui est faite juste pour aller au champ et faire des enfants. Faites aussi sortir vos femmes, valorisez-les, donnez à ces femmes-là ce dont elles ont besoin. Voilà. Il y a du divertissement, il y a beaucoup d'autres choses, il y a l'éducation, il y a tellement de choses. Mais il y a tellement de complexés chez les Bamileke que il y a des fois, je m'assois comme ça avec des Bamileke qui ont honte de parler leur langue. C'est pour ça que je parle des Bamileke en tomate. Ils ont honte de parler leur langue en public. Il y a des Bamileke qui n'osent pas encore même se mettre en couple avec leur sœur. Et le Bamileke, dès qu'il est né grandi à Douala, il a envie de te prouver que non, je suis de Deido, je suis de Bonakwamo, je suis de ceci, alors qu'il est Bamileke. Vous voyez beaucoup qui chantent en Douala, ce sont des Bamileke. Beaucoup chantent en langue béti, mais ce sont des Bamileke, mais qui ne veulent pas s'assumer. Beaucoup ont honte. Beaucoup ne mettent même pas pied à l'ouest. Vous ne les verrez pas avec le ndop. Ils vont tout faire pour montrer que non, en fait, ils n'ont rien à voir avec le peuple Bamileke. Tout ça, c'est né des complexes. Nos parents ont souvent vécu dans des situations très, très complexes. Et donc, il faut qu'on sorte de tout ça pour faire. C'est pour ça que ce travail est très important. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Ce genre de message, il faut partager massivement. Là, on n'est pas dans le Congo, ça. Là. C'est du sérieux. Donc, je tenais voilà, à passer ce message très, très important. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungong, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep.